faire la transition sur la checklist, eh bien vous savez qu'elle existe aussi en expertise. Il y a avant le rendez-vous, après le rendez-vous et pendant le rendez-vous. Et l'exemple, c'est celui qui est en cours sur la fin du mois avec le professeur Rangeback, où ça fait 1 an qu'on a un dossier sur un dossier opératoire en chirurgie cardiaque. Et la première question dans la checklist, c'est le compte rendu opératoire. Tant qu'on n'a pas eu de compte rendu opératoire, on n'a pas convoqué. Donc ça c'est débloqué et ça va se faire à la fin du mois. Donc il y a une checklist qui a été adaptée pour les expertises, sur les pièces nécessaires, sur les examens complémentaires. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine présentation. Alors maintenant, une vedette du barreau, Maître Catherine Palais-Vincent, qui a une grande expérience dans la défense des chirurgiens et qui va nous donner son avis avec comme sujet comment vivre une expertise, comportement du médecin. Donc bonjour mesdames, messieurs, merci de votre invitation. Et j'avoue que je suis déjà venue parler devant vous il y a quelques années et ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'avais préparé un beau PowerPoint parce que dans le cadre du DU d'expertise médicale, je fais 2 fois par an un cours sur l'expertise. Donc je me dis, on me demande de parler d'expertise, ça va être très simple. Je sors mon PowerPoint et puis tout va bien. J'ai regardé hier, c'était complètement inepte parce que j'étais occupé à vous expliquer ce qu'était une expertise. Comme vous êtes tous experts, j'ai considéré que c'était débile. Et donc j'ai pris ma plume et j'ai essayé de vous gratter 2-3 choses sur l'idée que je me fais d'une expertise et de l'expérience personnelle que je peux en avoir. Donc je n'ai pas de PowerPoint, je vous prie de m'en excuser et je vais essayer de vous expliquer ça sans la lumière de là-haut. Alors à vous entendre et à entendre vos débats passionnants, vous imaginez bien que quand je vais vous dire que l'expertise est un temps fort de la procédure, un temps décisif pour l'issue d'une procédure, un temps stratégique pour l'avocat, vous ne me démentirez pas parce que vos propos viennent de nous le montrer très ardemment. C'est vrai que le juge confie à l'homme de l'art, à celui qui sait, le soin de lui donner une appréciation sur une technique qu'il ne maîtrise absolument pas, sur des données qui sont souvent d'une haute technicité, on vient de voir, avec des appréciations très subtiles, et la mission qu'il lui donne, et je dis bien le terme de mission au sens le plus noble du terme, est d'aller chercher la vérité. Or, vous savez que dans votre profession, le gris est souvent plus présent que le blanc, tout blanc, ou le noir, tout noir, et que c'est très difficile, on vient de le voir encore, sur l'appréciation de la causalité. Donc il faut informer le juge, lui permettre de comprendre les arcanes de votre science, à des juges qui ne sont pas toujours spécialisés, car c'est vrai que nous, à Paris, nous avons de la chance, car nous avons une première chambre, 3e section, où on ne connaît que des dossiers de médecins et que des dossiers de responsabilité médicale. Ça n'est absolument pas vrai en province, et très souvent, quand vous venez plaider une affaire difficile en matière médicale, vous êtes coincé entre une affaire de bornage de champ ou une affaire de succession, et vous vous rendez compte que le magistrat n'a aucune formation qui lui permette d'appréhender la difficulté et les subtilités qu'on vient de vous parler. J'ai eu un exemple très très frappant à La Rochelle. J'allais plaider, mais il y a très longtemps, j'allais plaider un dossier de résiliation, je crois médecin clinique ou quelque chose comme ça, et j'évoquais dans le magistrat la prise en charge d'un patient. Le magistrat m'arrête et me dit, maître, ça veut dire quoi la prise en charge d'un patient? Moi, j'étais partie sur quelque chose qui me paraissait totalement classique. Et la prise en charge d'un patient, c'était une conception ou un concept dont le magistrat lui-même s'est demandé ce que ça pouvait être. C'est pour vous dire que vous allez être chargé de décoder, de traduire, d'exprimer une information comme celle que vous exprimez à vos patients, qui soit intelligible et appropriée, et souvent de véritablement donner un lexique. C'est vrai que vous êtes maintenant nombreux à donner en début d'expertise un vocabulaire, un lexique pour expliquer ce qu'il en est. L'autre jour, j'entendais un de mes confrères qui dissertait devant certains de vos collègues et qui parlait de prescription. Alors il était parti sur la prescription. Et moi je voyais la tête de tous les médecins en face qui étaient quand même très interloqués et qui ne comprenaient pas très bien ce qu'il disait, et je lui ai mis la main sur le bras, je lui ai dit, je crois que vous devriez définir ce qu'est pour nous une prescription, parce que pour nous la prescription c'est le délai dans lequel on peut agir,
pour ces médecins devant lesquels nous parlons, c'est de prescrire un antibiotique ou de l'aspirine. Donc il faut déjà se mettre d'accord sur un certain vocabulaire, et c'est vrai que c'est une tâche délicate, pleine de nuances, et vous l'avez dit tout à l'heure, de subtilité. Et je dirais que ce qui me frappe dans l'expertise médicale, c'est que, bien sûr, on a besoin de science, on a besoin de connaissances, on a besoin de talent, mais on a besoin de tellement d'humanisme et d'humanité. Et c'est une des choses sur lesquelles je voudrais bien sûr insister. L'expertise, c'est un théâtre d'opération qui se joue à plusieurs rôles complémentaires qui vont interférer les uns dans les autres. Je confierai bien sûr le rôle principal à l'expert, mais j'aborderai l'expert, le juge, l'avocat et les parties. Car ce sont tous ceux-là qui vont au cours d'une procédure, et puis quand on dit les parties, ça peut être le médecin mis en cause d'un côté, ou ça peut être au contraire la victime d'une erreur présumée ou d'une erreur médicale. Quand on sait qu'à tout ça s'ajoutent les médecins des compagnies d'assurance, vous voyez que ça fait beaucoup de monde autour de la table, et combien de fois nous allons à des expertises où il y a 15 ou 20 personnes autour de la table. Donc ça fait beaucoup de monde, et il faut bien sûr apprendre à fonctionner ensemble, à concilier les indépendances des uns et des autres, car vous êtes des hommes très indépendants, et nous sommes aussi des confrères, enfin mes confrères sont des gens qui se très frappés par leur indépendance. Il va falloir accorder nos vocabulaires, et pour que la lumière se fasse, qu'il y ait un véritable temps d'échange, de compréhension. Je trouve que l'expertise ne doit pas être un moment de conflit. Ce doit être un moment de pause dans le conflit, car sinon on va à des choses ridicules qui ne sont pas productives et qui très souvent ne sont pas suffisamment respectueuses du patient. Alors l'expert. L'article 237 du Code de procédure civile nous dit qu'il doit intervenir avec conscience, objectivité et impartialité. Conscience, bien sûr, on voit ce que c'est, honnêteté intellectuelle. Vous êtes, en tant qu'expert, des auxiliaires de justice. Et vous avez, par exemple, au regard de la loi disciplinaire, au regard des poursuites disciplinaires, vous avez un statut particulier, puisque vous sont confiées des missions de service public, et donc l'article R4124.2 ne permettra pas à un patient de vous attraire, ou à un médecin, de vous attraire directement devant les juridictions ordinales, mais il devra passer par le biais du conseil départemental qui, lui, introduira ou non la poursuite. Donc c'est vrai qu'en tant qu'auxiliaire de justice chargé d'une mission de service public, vous avez un statut tout à fait particulier. L'objectivité, on voit bien ce que c'est également. Souvent comparer des situations comparables. Vous êtes des grands médecins dans des grands hôpitaux, mais vous avez affaire quelquefois à des petits remplaçants dans des petites cliniques. Et il faut à ce moment-là savoir effectivement adapter son comportement et prendre en compte les moyens qui sont à la disposition des médecins dont vous devez apprécier le comportement. L'impartialité, ça bien sûr, mais c'est difficile, parce qu'il ne faut pas que la partie victime ait le sentiment qu'on est tous entre coquins et copains. C'est pas toujours facile, et c'est quelque chose qui doit demander un soin tout à fait particulier. Mais à ces vertus, j'allais dire cardinales, à mon avis, s'en ajoutent beaucoup d'autres. Vous évoquiez tout à l'heure la compétence de l'expert. Il est vrai qu'aujourd'hui, la médecine est tellement pointue et spécialisée qu'on en vient à rechercher des gens qui sont très pointus et très spécialisés. Et je veux dire, récemment, j'ai en charge actuellement une affaire de chirurgie cardiaque horriblement compliquée où un homme de 50 ans est resté sur la table. Eh bien, l'expert lui-même a dit, écoutez, compte tenu des difficultés que présentait cette expertise, a dit, écoutez, moi, il faut des sapiteurs, parce que je n'ai pas la compétence. Et il a nommé 2 sapiteurs, un chirurgien cardiaque et un autre dans des hôpitaux marseillais de renom et des gens très cotés et très qualifiés, pour justement qu'ils décident, et puis la vie des sapiteurs a emporté complètement le morceau. Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cette expertise, l'expert Princeps n'a pas complètement suivi les sapiteurs, il a fait quelques réserves, il a mis son petit grain de sel, mais quand même la vie des sapiteurs va être totalement, je pense, déterminée. L'indépendance. L'indépendance, on pourrait faire un colloque rien que sur l'indépendance, parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, les conflits d'intérêts en cette matière, notamment d'expertise, sont très présents. Et je crois que quand on se pose le problème d'un conflit d'intérêts, c'est qu'il existe. En général, comme ça qu'on voit ça dans notre profession.
quand on se pose la question, on est à peu près à 80% sûr qu'il y a un conflit d'intérêts et qu'il y a peut-être lieu de passer la main, ou tout du moins d'aborder le problème dès le démarrage, en l'évoquant notamment avec le magistrat qui vous désigne, en l'évoquant aux premières opérations d'expertise. Il ne faut surtout pas s'asseoir sur une potentialité de conflit d'intérêts qui pourrait par la suite rendre les choses extrêmement désagréables. L'intégrité, c'est l'honnêteté intellectuelle, mais avec un tout petit bémol, je dirais, sur les querelles de chapelle. J'ai en mémoire une expertise assez extravagante. Il s'agissait d'une chirurgie vertébrale. À l'époque, on n'en faisait pas tellement, et pas encore tellement. Et vous aviez la désignation d'un chirurgien esthétique et réparateur, enfin chirurgie réparatrice. Déjà, ça posait une petite question. Mais la deuxième question, c'est que l'expertise consistait quasiment sur 15 pages à expliquer les querelles de chapelle, et c'est exactement comme ça que ça avait été indiqué, les querelles de chapelle entre les neurochirurgiens et les orthopédistes. Autant vous dire que le patient, les querelles de chapelle, il n'en a rien à faire. Donc, vous voyez, ça, typiquement, je pense que c'est un problème d'intégrité intellectuelle, d'honnêteté intellectuelle, mais incontestablement, il faut que ce soit abordé aussi. Je dirais aussi humilité. Et je pense que ça, c'est tous les intervenants d'expertise qui doivent effectivement aussi avoir une humilité importante devant ce qui leur sont proposés. C'est vrai que l'expert va être le chef d'orchestre, il a le premier rôle, mais qu'il ne devienne pas un tyran. On voit quelquefois des experts qui mènent leur expertise debout, avec une assurance formidable, qui rabattent le caquet systématiquement à toute personne qui veut prendre la parole. C'est horriblement désagréable, c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner, mais quand même, je le signale parce que je pense qu'on le voit de temps en temps. Et puis la pédagogie. Il est clair que pour faire passer notamment les conclusions d'un rapport, je pense qu'il est très important que l'expert puisse expliquer tant à la victime, à son confrère, au juge et à tous ceux qui seront concernés par ces conclusions, car je dirais qu'il y a quand même une nécessité absolue de se comprendre si on veut arriver à quelque chose de correct. Et puis tout à l'heure, vous avez évoqué l'article 41-27-56, ça m'a intéressé que vous l'évoquiez, puisqu'on peut se poser le problème de la confraternité dans une expertise. Car c'est vrai que la confraternité est habituellement considérée comme une vertu déontologique, mais on pourrait se dire en espèce, est-ce qu'on ne verrait pas un petit copinage, un petit compérage, un esprit de corps? Ce qu'on entend souvent ça. Ah, ils se tiennent tous les coudes, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. On l'entend tout le temps dire ça. Or là, je pense qu'il faut justement être très prudent dans ses comportements. Et il ne faut pas effectivement qu'il y ait des impressions de connivence avec le juge, avec le... Vous savez, on voit ces médecins qui arrivent dans le service et qui saluent tout le monde, Dorbi et Dorbi. C'est pas exactement ce qu'il faudrait faire, il faudrait être beaucoup plus modeste, quelquefois. Et c'est vrai que, justement, je pense que c'est incontestable, il faut le dire, que dans une expertise, les relations qui s'instaurent entre les uns et les autres ont beaucoup d'importance du fait des mots, du fait des gestes, du fait des attitudes. Certes, tout ça, c'est du registre du comportement, mais cela pèse lourd dans l'appréciation des valeurs cardinales que nous venons d'énoncer. C'est vrai qu'un clin d'œil de connivence, un aparté avant ou après l'expertise, des confrères qui se disent vous, puis tout d'un coup il y a le tu qui sort, mais tout ça c'est très dévastateur et ça n'est pas tout à fait bon. Donc là, il faut être très prudent et voir qu'on peut brouiller les cartes avec des choses comme ça qui n'ont aucune importance finalement, mais qui vont après créer un véritable malaise. Donc incontestablement, la rigueur s'impose. Et c'est vrai que l'expertise doit être le réceptacle de ces valeurs humaines, et c'est le respect de ces valeurs-là qui en feront la force. Je citerai à ce point-là, vous avez évoqué tout à l'heure le professeur Hureau, on l'a souvent entendu sur ces problèmes-là, une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai lue dans ses travaux. L'expertise, c'est le point de rencontre d'hommes et de femmes d'univers professionnels différents en un instant de doute, en quête d'une découverte du vrai. Très très jolie formule, parce que je trouve que c'est très très bien dit. Et c'est vrai que cette recherche du vrai peut bouleverser bien des certitudes et être un moment de très fortes inquiétudes, notamment le médecin mis en cause ou la victime qui voit son procès fondre à vue de nez ou pour l'expertise et qui
comprend que finalement l'expert ne va pas suivre, c'est très très difficile à vivre. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a des comportements à avoir qui sont plus respectueux des uns et des autres qu'on ne peut le voir quelquefois, qu'on le voit quelquefois. Donc, je disais tout à l'heure, il faut vraiment que ce soit une instance d'expertise, ce soit un moment de compréhension entre les uns et les autres. Et c'est vrai que ça, on peut voir au fil des expertises qu'il y a des experts qui sont très doués pour le faire, et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu plus à l'emporte-pièce, et qui sont peut-être un tout petit peu moins doués pour ça. Mais ça, c'est comme en matière d'information, il y a des gens qui savent très bien informer, et puis d'autres qui ont plus de mal. Et ben, c'est vrai, ben, il faut faire avec, c'est sûr, mais il faut peut-être même nous l'expliquer à nos patients et à nos clients, en leur expliquant que ça peut très bien arriver. Et donc, finalement, l'expert va donner au juge sa traduction scientifique des problèmes qui sont soumis. Il est l'homme du savoir partagé, car il va falloir qu'il arrive à faire partager son savoir, et c'est ça la difficulté. Et il doit aussi offrir aux parties, justement, la maturation de cette vérité qu'il va leur donner, etc. Et l'expert, c'est vrai, se prononce très souvent entre le certainement faux et le possiblement vrai. C'est vrai que dans les expertises, vous avez tellement de nuances, et c'est tout à votre honneur que de donner des nuances comme celle-ci. Mais c'est sur ces mots-là qu'on va plaider des heures, qu'on va faire des écritures assez longues. Et c'est vrai que vraiment, dans les rapports, on voit bien que chaque mot compte, et qu'un mot de trop ou pas assez va avoir des incidences très très importantes. C'est pour ça que quand je disais il faut avoir beaucoup de modestie de tous les côtés, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai encore, en plus, que la déontologie commande que tout cela se passe dans le plus grand respect de l'autre. Respect des armes, c'est le respect du contradictoire, et c'est à vous de faire assurer le respect du contradictoire. Et c'est aussi, bien sûr, à veiller à la loyauté dans l'administration de la preuve. Vous avez tous, en tant qu'experts, été confrontés à des faux, à des documents, à des dossiers médicaux un peu traficaillés. C'est pas très très beau, et quelquefois même, les avocats ne l'ont pas toujours compris, peuvent se faire avoir entre nous. Et c'est vrai que c'est vous qui souvent rectifierez le tir. Et puis respect de l'autre, respect de son confrère, je viens de le dire, et respect de la victime qu'on doit prendre en compte sans arrogance ni condescendance. Et c'est vrai que souvent vous pouvez être lassé de la bêtise d'une dame qui va vous dire, ou d'un monsieur qui va vous dire, je me rappelle encore de ça, une dame qui avait été sauvée d'un cancer terrible, elle avait été opérée, et elle était ulcérée parce qu'elle était sortie de l'hôpital sans vitamines. Elle était sortie de l'hôpital, elle n'avait même pas une ordonnance pour lui donner des vitamines. Et bien l'expert a été très gentil, il lui a expliqué que c'était les médecins traitants qui donnaient les vitamines et que ce n'était pas forcément qu'elle avait été sauvée de son cancer et ce n'était pas forcément une faute qu'il allait devoir retenir. Donc c'est vrai aussi que ce sont ces comportements-là qui crédibiliseront, qui feront qu'on comprendra les conclusions de l'expert, et c'est quelque chose effectivement qui fera que les choses iront mieux dans le meilleur des mondes. Alors, deuxième acteur, le juge. Le juge, je dirais que son intervention se situe avant, pendant et après l'expertise. Avant, c'est la clarté et la pertinence de la mission qui va être. Et Dieu sait qu'on revient à ce propos, c'est pas toujours si facile que ça, et même quand on a des missions très travaillées comme celles qui sont maintenant en vigueur devant les tribunaux, et bien souvent il faut les adapter, et ce n'est pas toujours évident, et on peut se tromper ou avoir des définitions de mission qui ne sont pas très clairvoyantes. Vous avez la pertinence du choix de l'expert. Et c'est vrai que vous mettiez en exergue tout à l'heure cette tendance, cette habitude qui se prend de plus en plus, où le juge téléphone à l'expert pressenti. Vous savez, dans les années passées, on arrivait, puis on voyait en référé, vous aviez le juge qui avait votre assignation, puis le nom de l'expert était déjà écrit de l'autre côté, puis vous pouviez bien ramer, raconter tout ce que vous voulez, ça ne servait à rien parce que l'expert était déjà désigné. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai, et quand on a un dossier qui le mérite, je pense que, je vous dirai tout à l'heure, il appartient aussi à l'avocat de discuter de la nomination d'un expert et notamment de faire des propositions. Et c'est vrai que le juge va devoir accepter d'échanger avec les avocats sur ce point. En référé, on va très très vite, et très souvent, les choses sont faites avant qu'on arrive. Donc c'est vrai que ça pose une question et ça mérite de s'imposer quand il y a lieu.
Pendant, c'est le juge qui va contrôler l'expertise, le juge du contrôle de l'expertise, celui qui décidera d'un complément de mission, qui décidera de nommer des sapiteurs, qui décidera à votre demande de poursuivre un délai alors qu'on est déjà sur des délais dépassés, ou qui éventuellement réglera les incidents comme celui d'un conflit d'intérêts qui surviendrait. Après, le juge va reprendre à ce moment-là tout son rôle, qui est bien sûr d'appréhender le rapport avec objectivité, et je dirais, le fait, c'est vous, le droit, c'est lui. Donc, une fois que vous lui avez livré l'analyse du fait et les commentaires que vous en aurez donnés, c'est lui qui va appliquer le droit et essayer de comprendre loyalement pourquoi telle conclusion d'expert a été posée. Il peut le réinterroger, il peut organiser une comparution personnelle. Je l'ai vu, et je vous donne un exemple, c'est une affaire qui est ancienne encore, j'ai essayé de prendre des exemples anciens. C'était le professeur Sureau qui, dans une expertise gynécologique, où il y avait eu un forceps d'essai, Claude Sureau avait eu une ligne en disant « Dans mon service, je ne suis pas pour les forceps d'essai, je ne les pratique pas, mais pour autant, j'estime qu'il n'y a pas de faute en l'espèce et que ça pouvait être tenté. » Et à l'époque, c'est M. Bourla qui était juge à la 3e section, que vous connaissez bien, qui est venu ici d'ailleurs plusieurs fois parler avec vous. Et Bourla a dit, mais attendez, moi ça ne me va pas du tout ça. Moi je veux savoir pourquoi Claude Sureau, le professeur Sureau, me dit qu'il n'en fait pas alors qu'il me dit que là c'est pas une faute. Il a convoqué toutes les parties, l'expert, et M. Sureau a dû pendant 1 heure plancher sur le forceps d'essai pour expliquer pourquoi il avait estimé qu'en l'occurrence il n'y avait pas de vraie faute. Donc ça c'est vrai que c'est un travail alors de grande précision, c'est un travail qui demande du temps, c'est un travail qui aujourd'hui où la justice a des moyens plus que réduits, est un moyen luxueux, mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre en œuvre des moyens de cette nature-là, bien évidemment. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui va permettre d'apporter un apaisement au conflit et éventuellement même la possibilité d'une transaction. Mais je dirais que le rôle aussi du juge, c'est de conserver un esprit critique, car les conclusions de l'expert sont un avis qui est donné au juge, elles ne lient pas le juge, qui doit conserver son pouvoir d'appréciation et sa faculté de juger. Et là, je dois dire que, justement, en tant qu'avocat, j'ai des souvenirs très précis. Vous partez sur une expertise totalement négative. Je me rappelle d'une histoire comme ça d'un radiologue. C'était le début du scanner. Dans un hôpital de province tout à fait dans le nord, on installe un scanner qui était là depuis 8 jours, personne ne savait le faire fonctionner, il n'y avait pas de secrétariat, on avait pris une vacation d'une jeune femme qui venait là, qui était à peine formée, donc on était sur les démarrages du scanner, et une image très difficile à interpréter, parce que symétrique, alors qu'il s'est avéré qu'il y avait 2 pathologies de chaque côté de l'histoire cérébrale, et que ça n'avait strictement rien à voir. Une expertise d'un neurochirurgien très connu qui fait de très belles expertises, qui brocarde le jeune chirurgien, c'était massacre, le massacre. Je plaidais pour cette personne qui avait vécu des moments extrêmement difficiles, qui était complètement déprimé, enfin c'était l'horreur, c'était quelqu'un de complètement cassé, et honnêtement on arrivait pour se battre, mais on avait le sentiment que les jeux étaient faits. Et quand vous avez une audience correctionnelle un peu riche comme ça en éléments de poids, vous pouvez sentir le moment où le tribunal est en train de basculer. Le moment où il se dit, mais dans le fond, elle a peut-être raison quand elle m'explique qu'elle était toute seule à bord là-haut, qu'elle n'avait pas les moyens qu'il fallait, que le CHU qu'on a appelé le vendredi soir pour prendre le patient, elle dit, écoutez, moi, un vendredi soir, je ne prends pas un patient comme ça, on attendra lundi matin, et que le patient est mort le dimanche soir. Il y a quand même plein de choses à dire. Et là, en l'occurrence, il y avait plein de choses à dire. Et vraiment, quand vous êtes l'avocat en charge, vous sentez qu'à un moment, c'est en train de tourner, et là, il faut faire le bulldozer et y aller, et il se peut que vous ayez la relaxe, et là, c'est le bonheur, surtout quand elle est confirmée à la cour. Donc, on en arrive au 3e rôle, qui est celui de l'avocat. Alors, l'avocat, ne soyez pas plus avocat qu'on vous le demande, c'est la première règle. Faire ce qu'il faut et pas plus qu'il n'en faut. Et c'est vrai que vous avez un art consommé pour nous remettre à notre place quand il faut. Mon cher maître, ce n'est pas aujourd'hui les plaidoiries. Vous ferez peut-être tellement un autre jour. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Car ça n'est pas à l'expertise qu'on fait des jeux de manches et qu'on fait des grandes envolées. C'est complètement déplacé. Ce qu'on demande à un avocat dans l'expertise, c'est d'être technique,
d'avoir de la bonne foi, d'avoir de la clairvoyance, d'avoir lui aussi de l'humilité. Et c'est l'expert qui dira s'il y a une faute ou pas, mais ce n'est pas l'avocat qui le dira, et c'est l'avocat qui cherchera à faire les choses le plus loyalement et le mieux possible pour défendre son client. Mais j'estime que l'avocat doit être le facilitateur de l'expertise. L'avocat, il doit être celui qui, au contraire, organise les choses de manière à ce que tout se passe correctement. Et c'est vrai que quand je dis facilitateur de l'expertise, on doit rester où notre place nous situe dans l'expertise. Mais je ferai une différence à ce stade de mes explications entre l'avocat du demandeur et l'avocat du défendeur, car nous n'avons pas du tout le même rôle. D'abord, l'avocat du demandeur va devoir s'expliquer justement sur le choix d'expert. Alors bien sûr, le défendeur aussi, mais je dirais que l'avocat du demandeur, il a une longueur d'avance parce qu'il connaît beaucoup mieux le dossier que l'avocat du défendeur. Et surtout, je pense que la mission de l'avocat au démarrage d'une procédure comme celle-ci, c'est de savoir se renseigner, bien sûr, de savoir préparer son client. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que quand on a la chance de ne pas avoir, par exemple, certains avocats de compagnie d'expertise qui ont annoncé des dossiers à toute vitesse, toutes les semaines, beaucoup, on ne peut pas préparer les gens. Mais rien n'est mieux que de préparer, par exemple, un de vos confrères à une expertise pour qu'il ait ressorti son dossier, qu'il ait analysé son dossier, qu'il ait préparé ses bibliographies. Il faut le pousser à tout ça, parce que très souvent, d'ailleurs, le médecin a un peu tendance, quand il est mis en cause, à mettre l'oreiller sur la chose et puis ne pas vouloir vraiment travailler. Mais ce sera à l'avocat de stimuler et de chercher à avoir effectivement la manière de défendre, car je pense que pour vous, c'est absolument odieux quand vous avez quelqu'un qui systématiquement vous répond d'un air un peu désinvolte. Attendez, il y a 50 tout ça, je ne me souviens pas, non, vraiment, je ne sais pas, etc. Et notamment, je dis toujours, il faut reprendre contact avec les intervenants de l'époque, qui souvent sont installés à Toulouse, à je ne sais pas où, qui sont partis à l'étranger. Il faut, et ce n'est pas de l'organisation de malfaiteurs, hein, c'est de remettre les choses à l'état où elles étaient à l'époque et de pouvoir se remémorer ce qu'il y a. Et puis c'est vrai aussi qu'il faut aider le médecin, quand on est pour le médecin, à vivre cette expérience, qui est une expérience extrêmement difficile. Quand on se retrouve comme ça devant ses pairs et qu'on est jugé, c'est souvent très difficile à vivre, et on voit bien, pour avoir accompagné beaucoup de vos confrères dans ce périple, notamment au pénal, on voit bien que ce sont des expériences qui cassent littéralement un médecin et qui fait qu'il ne sera plus jamais pareil avant qu'après. Et qu'il vous dira je peux plus faire ce type d'acte. Moi j'ai comme ça un client sur un décès dans une histoire épouvantable à l'hôpital, et qui m'a dit mais moi je ne peux plus rentrer dans une salle d'arthroscopie, je ne peux plus. Donc il a pris la gestion d'un gros groupe et puis il fait autre chose dans la vie, mais il a vraiment été complètement démoli. Ça faut bien le comprendre aussi quand vous êtes expert, et vous le savez bien. Un adage romain dit la preuve est vaine qui n'est pas pertinente. Or, c'est l'avocat qui va réunir les preuves. Donc là aussi, il y a une véritable surveillance à faire dans les dossiers qu'on va remettre. Par exemple, je trouve indécent d'envoyer un expert en vrac. Bonjour, chère madame, madame Camara qui arrive, de remettre à un expert en vrac un dossier médical, un dossier infirmier, patrié, etc. Ça peut être catastrophique. Parce qu'on ne remet pas un dossier sans l'avoir lu de A à Z, de l'avoir lu avec son médecin, avoir vu qu'est-ce qui pouvait être dangereux ou pas dangereux. C'est certain que l'avocat a alors un rôle important de maîtrise de la preuve, et c'est souvent tout à fait décisif. Alors une question qui nous est aussi souvent posée, c'est le secret médical. Parce que ça, vous, à votre niveau, on n'en parle pas. Mais au nôtre, on nous pose tout le temps. Mais ça, je ne peux pas sortir ça, quand même, ce document-là, il est couvert par le secret médical. Non, parce que quand vous êtes appelé à vous défendre, vous pouvez révéler telle ou telle chose, mais il faut faire attention à l'organisation du périmètre du secret médical. Parce qu'il n'est pas question de raconter ses mauvais coups ou ses secrets d'alcôve. Il faut limiter à la révélation nécessaire qui ne porte pas atteinte au secret médical. Et vous voyez, il y a une chose dans laquelle on voit très souvent les avocats, pardon de le dire comme ça, mais se planter, c'est qu'on verse au débat des éléments, comme un cahier de bloc, comme un cahier de rendez-vous. Vous avez les listes de patients qui s'additionnent comme ça. Ben non, on ne fait pas ça. On caviarde, en laissant les 2 premières lettres, on caviarde le nom des patients.
Alors quelquefois, certains de mes confrères me disent « attendez, c'est un boulot titanesque, vous mettez un stagiaire ou quelqu'un pour faire ça, il y a un stagiaire très bien qui font ça très bien, et on ne lance pas dans la nature un cahier de rendez-vous sur lequel il y a toute la ville qui figure là, mais on le voit tout le temps ça, donc c'est pour ça que je me permets de vous le rappeler, parce que c'est des choses qui malheureusement se rencontrent souvent. Alors je vous disais avocat du demandeur, avocat du défendeur. Là, c'est pas du tout pareil. Il a un rôle beaucoup moins actif. Pourquoi? Parce qu'il est un peu comme l'expert. Il attend de voir venir, et il n'a pas encore tout dossier, et il ne sait pas encore d'où vont arriver les scuds. Donc c'est vrai que l'avocat du défendeur, dans les premières expertises, quand il n'a pas encore les pièces, il doit être relativement prudent parce qu'il ne sait pas très bien comment ça va se passer. Et c'est vrai qu'on a deux situations encore différentes, je disais avocat demandeur défendeur, mais on a même la situation différente d'une procédure qui démarre sur un référé, où là, on n'a pas encore discuté de la responsabilité, ou d'une expertise qui est ordonnée par le tribunal, où là, on a déjà statué sur la responsabilité, et où là, les parties seront, enfin les parties et leurs avocats et leurs conseils, seront beaucoup plus... Ah oui, ben je vais très vite. Seront beaucoup plus. Je vais très vite. Les gens ne se rendent pas compte, effectivement, c'est merveilleux. Sont beaucoup plus pertinents dans leurs approches. Alors, quatrième rôle, celui du médecin et des parties. Message pour aller très vite, je vous l'ai dit, c'est une situation difficile. Et surtout, c'est une situation. Et puis, je dirais que là, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. Les plus grands sont les plus vulnérables. Il peut à tous vous arriver des ennuis, il peut à tous vous arriver des perturbations. Et permettez-moi de vous livrer un dernier petit souvenir personnel. Louis René, dans les années 90, me demande d'aller avec lui, au congrès de chirurgie, faire le sujet corpus alienum. Le corps étranger oublié. Je lui dis, monsieur le président, je vous raconte, moi je vais vous dire la jurisprudence qui est celle de la condamnation systématique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte là-dessus? Ma petite amie, on va faire un tabac. Vous allez voir, on arrive, 300 personnes, formidable, antenne 2 et tout, génial. Parce qu'effectivement, ça pouvait arriver à tout le monde et c'était redouté par tout le monde. Donc c'est vrai qu'on voit bien que quand on est sur ces registres-là, il faut être très modeste. Donc pardon, ça a été un tout petit peu long, mais à ma décharge, je dirais qu'on n'est pas expert par hasard. Vous êtes certainement... C'est certainement le couronnement d'une carrière, c'est certainement une reconnaissance d'une grande carrière, mais je dirais aussi que c'est la consécration de valeurs humaines qui font la beauté de votre mission, et c'est celle qu'on vous reconnaît. Voilà.